le sujet que Florent m'avait proposé de traiter cet après-midi, qui fait suite à la conférence de ce matin où je donnais quelques grandes idées sur ce qui nous fait passer de la version 1 à la version 2 de Urban Operations. Là, le thème était sur les choix de conception. Alors j'ai réfléchi à la façon dont je pouvais aborder le sujet en me disant il y a déjà beaucoup de choses dans les notes de conception qui sont dans le document, qui ne vont pas évoluer entre la première et la deuxième version. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être intéressant d'orienter le discours sur d'autres aspects, plutôt sur la jeunesse du jeu, et ce qui fait que, n'ayant aucune expérience de la conception de jeu, je suis arrivé petit à petit au modèle que vous connaissez sans doute tous, ou que vous avez envie de découvrir cet après-midi. Euh, Ce que je dois souligner, c'est que effectivement, c'est ma première expérience de conception de jeu, et j'ai découvert assez rapidement la grande importance de s'adosser à un développeur. Ce développeur, c'est Thomas Pouchin, qui était exactement le complément dont j'avais besoin pour arriver à passer des idées euh, de ce que je voulais représenter sur la carte et qui viennent de mon expérience opérationnelle militaire, et que j'étais capable de décrire, mais pas toujours très à l'aise pour les transcrire, les adapter en règles de jeu. Et comme Thomas connaît pratiquement tous les jeux qui comptent sur la planète, il pouvait très rapidement me dire cette façon de présenter les choses, enfin cette idée qu'on veut mettre dans un mécanisme de jeu, ça a déjà été fait, ou au contraire, les gens ne sont pas habitués à ça, et il va falloir trouver des moyens, des artifices pour les représenter. Donc j'insiste d'abord sur le lien entre concepteur et développeur, et le fait que l'expérience, passer d'une expérience terrain à une expérience de jeu qu'on veut transmettre aux joueurs, en gros, faire passer les participants à une partie de Urban Operations par les mêmes niveaux d'indécision que un soldat sur le terrain dans un cas de crise urbaine, c'était un gros défi. Et j'espère avant tout que vous avez dans vos parties trouvé le plaisir que je souhaite donner aux joueurs sur la prise de décision difficile, le fait d'avoir pas mal de paramètres à prendre en compte. Et tout ça, c'est le résultat de ces choix de conception que je vais vous développer pendant cette vingtaine de minutes, euh, ou sur un certain nombre de domaines, et j'insisterai tout particulièrement sur la fin de mon propos, et sur la façon dont je suis arrivé petit à petit au modèle de représentation du terrain, parce que c'est quand même un des sujets les plus lourds, la modélisation du terrain, un des sujets les plus lourds que j'ai eu à traiter dans la conception de Urban Operations. Je développerai très peu la conception des scénarios, à moins qu'il y ait des questions particulières à me poser, mais une fois qu'on est sorti des considérations habituelles sur le lien entre vérité historique, définition des conditions de victoire, etc., il y a rien de très particulier à la définition des scénarios des différentes campagnes, même si à chaque fois ça a été des expériences un peu différentes et souvent très riches. Le premier sujet que je voulais mettre en avant, c'était de représenter le poids important de l'environnement qui est représenté par les pions et les blocs du No Man's Land, avec la présence de la population, des obstacles, des munitions non explosées. Et ça me semblait vraiment important d'avoir sur le champ de bataille des obstacles ou des incidents qui ne soient pas uniquement représentés par des cartes événements, et qui représentent tout ce qui va ajouter de la confusion, gêner les combattants des deux camps, et rendre plus difficiles les prises de décision pour les chefs. Donc cette partie environnement, qui est, je pense, une des originalités de Urban Operations, c'était vraiment un point essentiel que je voulais mettre dans le design du jeu.
Le deuxième aspect qui était important pour moi, c'était de d'avoir un système qui permette d'avoir du brouillard de la guerre et surtout des prises de décision avec la prise en compte des répercussions de chacune des actions qui sont décidées par le joueur. Alors, une des façons les plus représentatives de montrer le lien entre les prises de décision et les répercussions, c'est le mécanisme d'effet des armes, qui, à ce que j'ai vu de la pratique du jeu par pas mal de gens, les amenait à s'adapter à un mode de représentation des combats qui était, je crois, un peu inhabituel et qui amenait les gens à faire des vraies manœuvres tactiques en faisant attention à tout ce qui est dommages collatéraux ou tirs fratricides. Et ça, c'est quelque chose que je suis très content de voir fonctionner, qui donne un petit peu de complexité dans la compréhension de la situation, des mécanismes de jeu, mais qui rend les actions beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus riches en prise de décision. Donc cet aspect effet des armes, c'est une des façons, il y a d'autres détails, hein, qui m'a permis de bien mettre en place le fait qu'on ne fait pas tout ce qu'on veut à n'importe quel moment. L'autre aspect qui a pas mal compté pour moi, qui a été assez complexe à modéliser, c'est la modélisation des combats. Alors j'ai présenté ce matin dans la petite intervention sur les évolutions entre la première et la deuxième version des règles, le fait que j'ai remis à plat des aides de jeu pour faire en sorte un, qu'on soit beaucoup plus aidé, beaucoup plus accompagné dans la réalisation des parties, en s'appuyant sur des aides de jeu plus complètes. Et ça a été l'occasion pour moi de bien recreuser toutes les prises de décision ou tous les choix imposés qui se passent au début des combats. Et ça, c'était quelque chose qui était important pour moi, de faire en sorte que quand un joueur décide d'engager une autre unité, c'est pas juste une action unilatérale, c'est une partie à deux. Ça implique des réactions ou pas, des réactions combinées, et la richesse de l'arbitrage des combats, qui est parfois un petit peu complexe euh, à appréhender quand on démarre avec le jeu, j'espère fonctionne bien et donne aux joueurs une vision assez réaliste des prises de décision très rapides qu'il y a à faire, en s'appuyant avant tout sur qu'est-ce qu'on connaît de ce qui est en face de moi, qui m'a tiré dessus, est-ce que c'est nécessaire ou risqué de riposter, et puis surtout un point important qui est la combinaison entre la connaissance de son objectif, enfin du bloc adverse sur lequel on veut tirer, et la décision d'ouvrir le feu ou pas et avec quelle arme. Ça, c'est un des points importants. Il y a un autre aspect qui a dérouté pas mal de joueurs et qui, j'espère, avec la pratique, devient agréable et plutôt de bon sens, c'est le fait d'avoir des puissances de feu, firepower, qui sont différents en fonction de la portée d'engagement. Ceci, arme par arme, c'était le moyen que j'avais trouvé le plus efficace pour équilibrer le jeu et faire en sorte que on puisse utiliser chaque type d'unité en fonction de ses capacités propres et que chacune d'entre elles ait des forces et des faiblesses et qu'on puisse en faire un bon ou un mauvais usage. Il y a un autre aspect dans la modélisation des combats ou des actions militaires en général qui était important pour moi, c'est l'aspect de combinaison d'actions, synchronisation, combinaison d'actions, et puis un aspect qui vient vraiment de mon bagage militaire, qui est le fait de faire des combinaisons d'actions interarmes, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une très bonne synchronisation entre l'action du sapeur, du char,
du fumigène, du fantassin qui rentre dans un bâtiment. Et ça, ce sont des mécanismes complexes, qui sont très complexes dans la vie réelle, qui demandent un très haut niveau d'entraînement et qui, j'espère, donnent aux praticiens de Urban Operations le plaisir de monter des systèmes de combat complets et de voir quand la mécanique bien huilée fonctionne bien ou quand on sait sanctionner soi-même en n'avançant pas suffisamment tôt tous les éléments qui peuvent permettre de résoudre un problème pour la saisie d'un bâtiment, le passage d'un point avec des mines, etc. Donc cette histoire de combinaison d'actions interarmes, c'était aussi quelque chose que je voulais apporter. Et vous voyez que élément après élément, on arrive avec beaucoup de paramètres qui rentrent en compte dans le jeu, qui font que, j'en conviens, il n'est pas toujours évident à aborder, mais j'ai, à l'expérience des parties que j'ai animées pour faire connaître le genre à des publics assez variés, les retours sont en général plutôt intéressant parce que les gens voient que les paramètres sont complexes, mais que ça représente bien la réalité et que ça donne envie de se frotter à des adversaires qui ont autant de difficultés à gérer que soi-même. Je pourrais revenir dans la partie de questions le temps que je laisserai à la fin de la conférence pour tous ces aspects, et je voudrais maintenant aborder la question de la modélisation du terrain. Alors, la modélisation de la carte que vous avez dans les boîtes que vous possédez, je pense, pour l'essentiel, c'est le résultat d'un travail assez long, assez complexe. Et j'ai ressorti pour préparer la conférence euh, une bonne partie des modèles par lesquels je suis passé pour venir petit à petit aux cartes de Urban Operations actuelles. Alors, et je vais commencer pour ça par les sources d'inspiration que j'ai eues pour la modélisation des terrains, mais pour la modélisation du jeu en général. Euh, Personne ne sera très étonné en pensant que je me suis inspiré beaucoup au début de Stratego, ou l'attaque, puisque c'est le nom sous lequel j'ai commencé à le pratiquer. Et je vous montre sur cette page le tout premier modèle que j'ai utilisé, et c'est celui sur lequel j'ai envoyé à Thomas Pouchin le premier mail en disant j'ai une idée de jeu, est-ce que ça peut intéresser Nuts? Donc le jeu se ressemblait à ça, avec des cases carrées très proches de Stratego. Les blocs, on n'en était pas encore là, et il y avait déjà le code avec des brèches, des portes, des fenêtres, des murs, des collines, des zones boisées, etc. Donc ça, c'est vraiment la toute première maquette sur lequel j'ai fait énormément de tests, qui était un système plus simple que celui que vous connaissez, mais où il y avait déjà toutes les bases du jeu que vous connaissez. Donc ça, c'est un premier modèle qui est très simple, mais qui apportait une grande difficulté, c'est que si on arrivait à régler les combats sur des petites distances, des petites portées, dès qu'on dépassait les 3 ou 4 cases, ça devenait très complexe et c'était très irréaliste. Donc j'ai mis de côté ce sujet-là, mais il est possible qu'un jour ou l'autre, si je propose à Florent une version beaucoup plus simple de Urban Operations, je reparte de ce modèle-là. Dans nos échanges avec Thomas, il y a eu une deuxième étape où on s'est dit on peut difficilement sortir des hexagones. On a tous en tête le fait de sortir un nouveau modèle de représentation du combat, mais les hexagones, on peut difficilement y couper. Alors, il y a eu une expérience qu'il fallait tenter, mais qui a pas été, qui était très moche, pas belle du tout, qui était un premier essai très curieux avec des représentations de bâtiments, et il fallait s'appuyer sur le modèle des hexagones pour avoir des portes, des fenêtres, des murs, etc. Mais ça faisait des formes de bâtiments qui étaient vraiment pas réussies du tout, mais ça nous a permis, en faisant des tests là-dessus, de progresser, de mieux comprendre comment on allait pouvoir modéliser les bâtiments et les zones ouvertes. Donc voilà pour ce modèle qui, heureusement, n'a pas débouché parce que c'était vraiment très, très vilain.
en continuant la réflexion, euh, je me suis dit que on pouvait passer presque sur un modèle type informatique, parce que j'ai beaucoup pratiqué aussi Close Combat, par exemple, qui m'a apporté pas mal de choses, ou Combat Mission, et je trouvais ça intéressant. Et alors du coup, j'avais réfléchi à un système où au lieu de se déplacer d'hexagone en hexagone, je voyais pas tellement l'intérêt, j'avais imaginé un système juste avec des points. On pouvait se déplacer de point en point et ça permettait d'avoir des formes de bâtiments qui étaient beaucoup plus faciles à représenter, qui étaient moins gênés par les formes des hexagones. Donc ça, c'était pas mal. Ça passait par un système de gabarit qui permettait d'avoir un arbitrage. Le gabarit, c'est le calque que vous voyez que je déplace dessus. Un arbitrage pour savoir comment se fait l'effet des armes, etc. Mais si c'était assez séduisant, ça restait assez complexe parce que ça laissait beaucoup de possibilités de triche ou d'appréciation qui n'étaient pas très satisfaisantes. Et vous voyez que sur le plan général de la carte, on avait des formes de bâtiments qui étaient un peu plus réalistes. Et petit à petit, on s'est approché du système que vous connaissez en commençant par un travail sur PowerPoint. Donc c'est là où je vais revenir sur la combinaison entre le développeur, le concepteur et le graphiste. Toute la carte A d'Urban Operations est ici. Donc vous avez exactement le détail de tous les bâtiments que vous connaissez, sauf que c'est fait de manière très simple en PowerPoint. Et c'est le génie graphique de Thomas Pouchin qui a fait le reste pour vous donner une planche de jeu qui est vraiment de bonne qualité. Donc voilà pour le design initial. Euh, et euh, dans mon intention, j'avais un truc sur lequel Florent a calé. C'est dommage, mais je ne lâche pas le morceau. Euh, j'avais envie, j'avais, j'avais en tête, et j'ai toujours en tête, des modèles 3D pour les bâtiments. Les bâtiments 1, 2, 3 et 4 ont tous un modèle à un rez-de-chaussée, un étage, et j'ai même un prototype avec 2 étages. Et vous voyez que les arcs de tir sont les mêmes entre le rez-de-chaussée et l'étage, mais ils représentent pas la même chose. Ici, on a une fenêtre, et ici, avec le même arc de tir au niveau de dessus, une brèche. Et ce qui permet d'imaginer des combats d'étage à étage à l'intérieur des bâtiments qui seraient absolument redoutables. Mais on a un petit peu baissé le niveau d'ambition et je pense que c'est pas mal du tout parce que ça faisait déjà beaucoup de choses à faire. Le jour où on pourra faire des boîtes de 3 kilos, peut-être que je relancerai Florent pour avoir ces bâtiments en 3D. Et je peux vous dire que les parties que j'ai fait avec ça, c'est assez redoutable. Donc voilà pour le petit scoop que je voulais partager avec vous. C'est pas pour mettre la pression à Florent, hein, mais c'est pour vous faire partager. Dans les choix de conception, il y a des choses qu'on s'interdit de faire parce que ça va trop loin. Et puis je voulais aussi vous montrer euh, quand je modélise une carte. Les bâtiments sont pas placés au hasard et ça semble une évidence, mais je me suis fait un code pour essayer d'avoir une vision globale sur la carte B, par exemple, de la répartition, non, c'est la carte A, la répartition des zones, avec des zones très ouvertes, des zones boisées, des zones avec des bâtiments très densément collés les uns aux autres, d'autres avec des axes de circulation qui sont beaucoup plus ouverts. Et en fait, il y a toute une réflexion dans chacune des cartes. Elles sont les 4 distinctes pour ça, avec des zones, des cartes qui offrent plus ou moins de facilité pour les déplacements, pour les tirs, ou qui donnent des zones vides qui sont particulièrement dangereuses pour la menace. Par exemple, cette zone-là, qui est complètement dégagée d'obstacles, attire tout le monde pour essayer d'aller plus vite, mais en fait, c'est un champ de tir absolument meurtrier. Et donc, il y a toute une réflexion dans la conception d'une carte que je fais sur carton comme ça, pour dire, il faut apporter des difficultés ou des atouts tactiques en fonction du défenseur et de celui qui est de l'attaquant.
pour qu'il utilise au mieux le terrain. Et j'espère que cette expérience, elle passe bien dans les parties que vous faites. Donc voilà pour les quelques idées que je voulais vous faire passer sur la partie modélisation du terrain, et puis sur la densité de la densité d'implantation de bâtiments. Je me suis inspiré, j'ai fait pas mal de travail sur Google Earth, en prenant des régions, enfin des villes et des quartiers types dans certaines zones géographiques pour voir à quoi ça ressemblait, pour que ce soit le plus proche de réalité possible, et pour faire ces cartes que vous pratiquez. Donc voilà pour les quelques éléments que je voulais partager sur la conception. Euh, Ces éléments, moi, je les partage avec le monde professionnel, pour lequel j'interviens de plus en plus, parce qu'il y a un vrai intérêt du monde professionnel et militaire particulièrement, pour les jeux sérieux, et la représentation du terrain est un des aspects sur lesquels j'insiste de plus en plus. Voilà, j'ai terminé, j'étais un petit peu plus long que ce que je souhaitais. On se donne un petit peu de temps pour les questions, voire on peut décaler un petit peu pour la fin, vu les problèmes techniques du début. Alors, j'ai honte parce que je n'ai jamais joué à City Fight, même si j'ai beaucoup entendu parler de cette référence. Euh, je pense que Thomas l'a pratiqué. Je suis pas sûr qu'il soit en ligne aujourd'hui, enfin cet après-midi. Non, je le vois pas. Thomas a dû le pratiquer, mais je ne l'ai pas du tout utilisé. D'une manière générale, l'essentiel du temps utile que j'ai pour le jeu passe dans la conception et le développement d'Urban Operations depuis le début. Ce qui fait que je manque de références, et c'est pour ça que c'était très précieux d'avoir Thomas en ligne en permanence pour me dire ça on peut le faire de telle ou telle manière. Il y a d'autres jeux qui représentent la réalité urbaine. J'ai testé pas mal de jeux qui représentent Arnhem, par exemple, qui donnent de bonnes idées, mais City Fights, malheureusement, je ne l'ai pas utilisé. Et en fait, ça m'intéresserait de savoir s'il y a des points communs entre City Fights et Urban Operations, parce que comme je m'en suis pas inspiré, peut-être qu'on a eu les mêmes idées avec 20 ans de décalage entre les deux conceptions. Alors oui, j'ai utilisé et j'ai présenté mon jeu au centre d'entraînement, donc sans TAC et sans UB, qui sont le centre d'entraînement au combat et le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine. Et, le deuxième est vraiment spécialisé dans le combat urbain. Je l'ai présenté à pas mal de régiments aussi, et c'est toujours un peu compliqué de se présenter comme un officier qui peut aussi vendre des boîtes de jeux. Donc, ceci mis à part, il y a un véritable intérêt de la part des professionnels pour ce genre de modélisation qui est différent des simulations très techniques qu'ils utilisent en général, et qui les prépare bien à tout ce qui est prise de décision. Donc c'est souvent bien accueilli. En revanche, comme les gens sont peu habitués à utiliser le wargame, le système leur semble vite un petit peu trop complexe, et ils ont du mal à faire adhérer les participants à l'apprentissage de règles, etc. Et c'est la raison pour laquelle le Sanzub a eu l'initiative d'acheter des boîtes, et il y a un officier qui a transformé complètement le système de jeu pour l'adapter à ses besoins. Et il a fait un travail énorme pendant plusieurs mois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le, la mission qu'il s'était donnée, c'était de simplifier le système de jeu. Donc, il a retiré quelques éléments, mais il s'est rendu compte qu'il y avait des éléments qui lui manquaient. Donc il a changé la complexité du jeu. Elle est d'une autre nature, mais ça veut dire que le jeu est beaucoup plus adapté à la façon dont des militaires vont l'apprécier, et il est encore utilisé pour la formation continue des instructeurs au sens UB. Et il y a encore régulièrement des unités qui me demandent soit une présentation sur les Serious Games pour comprendre comment ça fonctionne, soit l'avant-dernière boîte du stock d'Urban Operations version 1 est partie la semaine dernière pour un régiment de chars qui voulait préparer le Sansu.
Voilà, des points sur les différentes cartes. Alors je pense que je sais pas si c'est exactement le l'angle sous lequel vous attendiez la présentation sur les choix de conception, s'il y a d'autres sujets que vous auriez souhaité voir abordés ou insister dessus. Euh, j'avais au démarrage, j'étais parti sur une idée très proche de Stratego avec deux camps génériques. Donc presque sans idée de d'époque précise au XXe siècle. Et puis Thomas m'a dit il faut vraiment l'ancrer dans des scénarios réels, etc. Et le choix qu'on a fait était de démarrer à Colvézi. Mais comme on le met dès le début de la règle, le mécanisme permet, je l'ai pas testé jusqu'au bout, hein, mais de représenter les combats modernes à partir de la guerre d'Espagne, voire les premiers combats modernes. Il y a un livre que j'ai beaucoup lu pour pour ma formation militaire qui s'appelle lui aussi City Fights, qui est un livre américain et qui reprend par chapitre pas mal de combats emblématiques urbains du XXe siècle et qui commencent pendant la guerre sino-japonaise en 1938. Donc ça, la guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale, ça aurait été vraiment intéressant, mais je pense qu'on va pouvoir le faire par la suite si j'arrive à trouver 5 ou 6 heures de plus par jour et que je ferai ça à temps plein. Mais effectivement, ce serait un thème de scénario fantastique. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous propose de vous laisser passer sur d'autres tables de jeu ou présentations. Merci pour votre attention. Et puis n'hésitez pas à me recontacter si vous avez des questions particulières.